Bonjour à toutes et à tous, des images du son, de la com, de l'analyse, de l'opinion, mais surtout de l'expression libre. Vous le savez, dans la médiasphère, on va parler de milliards, d'une facture plutôt salée, signée Benoît Hamon, d'un grand oral au parfum de lobby. Séquence de rattrapage, d'ailleurs, c'est dans quelques minutes, vous pourrez le suivre sur LCI, notamment avec François Fillon. Il sera aussi question d'une visite d'une rockstar à Londres cet après-midi. Rien que le choix de la salle par Emmanuel Macron en est un signe. On parlera également d'une petite musique qui pointe depuis quelque temps. Elle est venue de Paris, elle gagne la France. Et si Marine Le Pen était gagnante? Discrètement, en tout cas, c'est l'adversaire de tous les candidats et pourtant, ils ont déjà abandonné la première manche. Alors, Marine, présidente, c'est vous qui le dites. Alors non, moi j'y crois pas du tout, qu'elle soit à l'Elysée, parce que je pense pas que ce soit la meilleure personne pour la France actuellement. Non, pas question. Pas question. Non, je l'aime pas. Il se pourrait qu'elle y soit, mais enfin, moi, personnellement, je n'y crois pas, parce que je ne voterai pas pour elle, ça c'est sûr. Elle est bien positionnée dans les sondages, et puis, ce qui s'est passé, et puis c'est tout. Bon, même s'il y a des problèmes, moi je la vois. Je la vois arriver. Bon, il est évident qu'elle est déjà assez haut dans les sondages, mais encore faudrait-il que les autres fasse un bon boulot pour que justement elle ne monte pas à ce point, quoi. Ah là 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 là, elle est assez haute dans les sondages. Il faut que les autres fassent un bon boulot pour qu'elle n'arrive pas à ce point. Bonjour Laurent Bazin. Bonjour. Journaliste, éditorialiste à TV5 Monde, co-auteur du Bal des dézingueurs qui ressort d'ailleurs en poche. Antoine Léaumont, bonjour, chargé du numérique chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, merci. Ludovic Delaherche, bonjour. Bonjour. Entrepreneur, cofondateur de Human Insight. Et Jackie Isabello, bonjour Jackie. Salut Christophe. Cofondateur de Coriolink. Vous les avez entendus, ces Français, ces quelques Français. C'est marrant, cette petite musique que l'on entend. On a l'impression que ça gagne. Et quelque part, même dans un micro-trottoir qui parfois est un exercice perfectible, on sent quand même que, oui, pourquoi pas, si les autres font pas leur boulot. On sent que là, il y a une des personnes que vous avez interrogées, en tout cas, qu'on a bien envie. Voilà. Sans le dire. On comprend. Parce qu'en vérité, dans ce qu'on appelle les micro-trottoirs dans le jargon, journalistique, les gens ne disent pas ce qui va se passer. Ils n'analysent pas la situation, ils disent ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. C'est ce qu'on a entendu là. Vous avez 2 électeurs sur 3 que vous avez rencontrés, si c'était un sondage, qui ne veut pas de Marine Le Pen à l'Élysée. Bon, ça fait quand même un électeur sur 3 qui veut bien de Marine Le Pen à l'Élysée. Ça fait un second tour pour Marine Le Pen, si on va par là, parce que, en l'occurrence, je m'en amuse, mais on n'est pas loin de ce que donnent les sondages de manière extraordinairement constante, le trend, comme on dit, depuis un an. C'est-à-dire Marine Le Pen à 22, 25, 26, 27%, avec des électeurs qui disent « moi, je suis sûr d'aller voter pour elle ». C'est très important. Il y a 2 chiffres importants dans un sondage. D'abord, de jamais regarder un sondage à la fois, mais la tendance qu'ils décident, et ensuite aller regarder si les gens sont sûrs de leur choix ou pas. Or, les électeurs de Marine Le Pen sont aujourd'hui ceux qui sont le plus sûrs de leur choix, et ceux que l'on trouve dans les sondages, et comme vous le savez, les sondages sont pondérés, et ils ne sont pas une vérité, mais encore une fois une tendance. Les 2 derniers, en tout cas, donnent cette tendance. Lui donne 25-26%. Donc ça fait un second tour, ça c'est une quasi-certitude. D'ailleurs, tout le jeu politique s'est organisé depuis un an autour de la certitude que Marine Le Pen serait au second tour. Le seul qui s'en fout, c'est Jean-Luc Mélenchon. Le seul qui s'en fout, c'est Jean-Luc Mélenchon. Mais pas depuis un an. Les autres. Non, quand je dis c'est faux. Vous dites le seul qui s'en fout, c'est Jean-Luc mais Mélenchon et le seul. Lui, il continue à faire sa campagne, c'est ça que je veux dire. Je cherche pas la polémique là en disant ça. Non, mais vous dites qu'il s'en fout, c'est pas vrai. Je veux dire par là, le seul qui fait une campagne sans se demander, d'ailleurs c'est quand il referme la porte à Benoît Hamon, d'une certaine manière, c'est ce qu'il fait aussi. C'est-à-dire qu'il dit, moi je fais une campagne aux Français, je parle à la gauche, et ensuite, on verra... Je parle aux Français, et ensuite, on verra... Je ne suis pas venu polémiquer avec vous, je veux juste discuter. Hein. Mais je veux bien... Vous n'êtes pas venu polémiquer, vous commencez par dire Jean-Luc Mélenchon s'en fout, Jean-Luc Mélenchon ferme la porte à Benoît Hamon, donc ça commence un peu sur un ton polémique. Bon alors, qu'est-ce qu'il pense Jean-Luc Mélenchon justement de la présence de Marine Le Pen? Marine Le Pen était au second tour, ça c'est une quasi-certitude, que tout le monde a intégré, même Jean-Luc Mélenchon qui ne s'en fout pas, et que, en revanche, pour qu'elle soit à l'Élysée, il va falloir qu'un nombre considérable d'électeurs s'abstiennent
ou se désintéressent totalement, et c'est un phénomène nouveau qu'on est en train d'observer, se désintéressent de la politique, ce qu'on appelle les plus rien à faire, plus rien à foutre. C'est un livre de Brice Tintorier qui vient de sortir. On les appelle les PRAF, c'est les nouveaux, les PRAFistes. Ceux-là, il faut les ramener à la politique. Ils sont dégoûtés, ils n'en peuvent plus, ça les intéresse plus, ils font leur business, ils cherchent du boulot pour leurs enfants, on est d'accord là-dessus. Précisément, Voilà. et c'est justement ce que nous essayons de faire avec la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Quand Jean-Luc Mélenchon parle de la 6ème République, quand on est les seuls à avoir inscrit dans notre programme qu'il faut des mesures contre la corruption. J'ai cherché dans le programme de Marine Le Pen, j'ai pas vu ça. J'ai cherché, On va en parler justement. J'ai cherché dans le programme de Benoît Hamon qui parle de 6ème République, j'ai pas vu des mesures comme celle-ci. Dans celui de François Fillon non plus. Dans celui de François Fillon non plus. Donc il y a effectivement un dégoût global de la politique qui s'est traduit par des manifestations contre la corruption justement dimanche dernier. Voilà. Et il y a un mouvement Mais dans pas la que. société que nous qualifions de dégagiste, c'est-à-dire le qu'ils s'en aillent tous qu'avait décrit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais en général, Et ce mouvement de dégagisme profite quand même, Non, on le c'est pas vrai. voit. Ça dépend des fois. Il profite pas toujours à Marine Le Pen. Il y a une petite souvent, musique. alors. Il y a une petite musique médiatique qui dit, en gros, quoi qu'on fasse, quand on respire, ça profite à Marine Le Pen. Et ça, c'est une musique médiatique. Un exemple très concret. Juste un exemple très concret. Je crois que c'était lundi dernier, où, il y a quelques jours, Le Monde faisait un titre. Non, mais prenez-la quand vous voulez, là. Le Monde, non, je finis juste sur ça. Le Monde faisait un titre, Marine Le Pen plus forte que jamais. Marine Le Pen plus forte que jamais. C'était ça que titrait Le Monde. Et à l'intérieur de l'article, qu'est-ce que disait le sondage qui a été mis en avant par Le Monde? C'était que Marine Le Pen, elle était à un niveau constant. Franchement, Parce que ça fait vendre. il y a voilà, ça fait vendre. Il y a une volonté de faire vendre des articles en faisant des papiers sur Marine Le Pen. La vie politique sont faux. C'est pas les médias qui font Marine Le Pen. Moi, j'ai commencé à voter en Bah, 95. J'ai jamais voté librement. Depuis que je vote, j'ai toujours eu en Ça veut face. dire quoi, ne pas voter librement? Depuis que je vote, depuis 95, à chaque fois on me dit attention, il y a le Front National en face. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une contrainte démocratique que moi j'ai toujours connue, que d'autres ont peut-être eu la chance de pas connaître. Moi, je l'ai toujours connue. J'ai 40 balais et j'ai jamais pu voter librement. Parce que chaque fois, on m'a opposé la menace et l'épouvantail Front National. Donc ça. Et là, vous vous sentez à nouveau prisonnier? Mais plus que jamais. Ah oui, c'est Plus que jamais. Et la problématique, c'est que du coup, le jeu démocratique a du mal à se déployer parce qu'on se dit qu'au premier tour, il faut voter pour un candidat utile. Donc il y a des candidatures qui ne fonctionnent pas. Ça force des rapprochements qui devraient se faire parce que sinon, et je suis d'accord avec Jadot, c'est une irresponsabilité politique si Hamon et Mélenchon ils vont pas ensemble. Mais irresponsabilité, et surtout, ça démontre une chose, c'est que si ils arrivent pas à s'entendre, c'est qu'ils sont incapables de faire passer l'intérêt général par-dessus leurs égos. Alors, je vais vous laisser la parole, bien évidemment, mais dégoût. moi, il y a quelque chose qui m'interpelle quand même, c'est que tous les candidats, pour eux, c'est plié. Vous en allez écouter, pour qui le Front National, c'est l'adversaire, et on en reparle après. Moi, je considère aujourd'hui que devant le péril, la gravité d'une arrivée au pouvoir possible de Marine Le Pen, nous ne pouvons rien mettre de côté de notre énergie, de notre ténacité pour réussir le rassemblement de la gauche. Vous avez aux portes de cet établissement le Front National, oui, parce qu'il faut appeler ce qui se passe, il faut le nommer, le parti Front National, jouant sur les haines, les peurs, les émotions. J'en peux plus. Voilà. Non, j'en peux plus. Oh, les commentaires en off sur ce plateau, j'adore. Dites justement, alors c'est marrant, on les entend, on ne fait que les entendre bien évidemment, et pourtant ce sont les responsables, ce sont eux qui ont déserté le premier tour. On est en train de parler, nous ici sur ce plateau, du deuxième tour. Oui, le mais premier tour, allez, voilà, elle va arriver en premier, bien évidemment. C'est là aussi, et depuis plus d'1 an, un truc qui est entériné. Mais pourquoi c'est le sujet du moment? Parce que si on regarde les 2 autres élections précédentes, c'est en février que se fait le vainqueur. La tendance dans les sondages, elle s'est faite en février. Donc le mois de février est important. Deuxième point, par rapport à Marine Le Pen, la tendance des dernières élections. Ça, c'est clair. Je veux dire, les 3 dernières séquences électorales ont été remportées au premier tour par Marine Le Pen et l'ensemble de son mouvement. Deuxièmement. Troisièmement, sur la forme. Sur la forme, Marine Le Pen, pour l'instant, est celle qui fait la meilleure campagne. Elle fait de très bons déplacements, elle fait de très bonnes émissions, ce qui n'est pas le cas des autres. Et sur le fond, c'est quasiment celle avec Jean-Luc Mélenchon, qui est la plus audible sur son programme et sur ses principaux messages. Donc, si on additionne ces 4 points-là, on a raison, si on est décideur politique et si on est homme ou femme politique, de taper à bras raccourcis sur Marine Le Pen, parce que c'est celle que les électeurs perçoivent le mieux. Elle est la plus intelligible. Alors, vous dites une bonne campagne, je vais vous laisser continuer, vous dites une bonne campagne. Moi, j'aurais rajouté quand même quelques bémols, notamment sur le traitement médiatique. On est ici pour en parler. Les perquisitions. Hier,
pendant qu'elle est en déplacement au Liban. On va y revenir d'ailleurs sur ses déplacements. Perquisition au siège du Front National. Là, on a l'impression que les médias sont en peine. On va écouter son factotum qui va vous répondre sur ces perquisitions et on en parle tout de suite. Quel est le but? Normalement, une perquisition, vous savez ce que c'est. C'est tout de suite, vous venez assez vite parce que vous dites peut-être qu'ils ont laissé des preuves, on va les trouver, ils n'auront pas le temps de réagir. Mais enfin, tout ça est assez comique. Voilà, c'est assez comique, ça c'est dingue. Ça fait pas rire du Fillon, national, je peux vous dire. c'est aussi grave que Marine Le Pen, autant le dire, sous votre contrôle, aux Français, et pourtant le traitement médiatique est moins. On reparlera d'ailleurs du jeu avec les journalistes, si jeu il y a. Mais ce qui est notamment. naturel, en fait, c'est naturel. Et c'est là où on peut vraiment s'inquiéter. C'est que s'il n'y a pas de traitement médiatique, c'est que c'est pas vendeur de taper sur Marine Le Pen. C'est pas vendeur ou ça fait peur? Vous avez l'autre musique qui dit oui, mais plus on tape sur Marine Le Pen, plus c'est bon pour elle. Non, mais ça c'est l'Europe. Bah, ça aussi, c'est l'Europe. Votre métier, Christophe, c'est le principe de proximité. Vous savez très bien que plus le sujet est proche de l'électeur, plus l'électeur s'en saisit. L'Europe, les Français ne l'aiment pas. L'Europe, les Français veulent en sortir. On leur a proposé un référendum. Ils ont dit on ne veut pas y aller. L'Europe nous pique de l'argent et ils ont un peu l'impression, les électeurs, que Marine Le Pen reprend ce qu'on leur donne. Le Brexit. Je ne soutiens pas Marine Le Pen, que ce soit clair ici sur ce plateau, mais je suis en train d'analyser ce que les gens pensent. Et finalement, à la fin, ils s'en foutent complètement. Un autre point qui est compliqué et qu'il faut analyser d'un point de vue médiatique, c'est que François Fillon est empêtré dans ce qu'on appelle le Pénélope Gate. Qui a entendu parler Pénélope? Personne. Marine Le Pen, elle est empêtrée avec son armoire à glace que les gens connaissent depuis 25 ans derrière elle. Et alors, ça rend sympathique ou ça rend l'affaire moins grave? C'est dans un message, 75% de la portée du message, c'est l'image. Donc quand l'Europe dit ce type-là est payé, il ne travaille pas, les gens disent mais absolument pas. Ce type-là, il est derrière elle, elle a surveillé depuis 25 ans. Et il était derrière son père. C'est très nauséabond. Et pourtant, c'est exactement ce qui se passe et c'est très difficile à traiter. Et c'est pour ça que les Français, honnêtement, s'en foutent complètement du sujet de Marine Le Pen a-t-elle ou pas employé quelqu'un avec l'argent d'or? D'abord, il n'y a pas que Marine Le Pen. Hein. C'est un c'est-à-dire qu'en vérité, on est avec, je vais le faire avec prudence en disant qu'il y a un principe de précaution éditoriale qui veut que je ne souhaite pas forcément me retrouver en diffamation. Donc je veux dire, je présume que Marine Le Pen et le Front National sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Mais ce que l'on voit de cette affaire sur le papier, c'est un mode de financement politique ultra classique qui consiste à aller chercher les frais parallèles liés à ses mandats pour financer son parti politique. C'est ça qu'a fait probablement le Front National, à charge pour les juges de le démontrer s'ils se saisissent de cette affaire. Voilà. Quand Jacques Chirac tombe dans l'affaire des emplois fictifs et Alain Juppé dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris, c'est pas autre chose. On faisait financer par la mairie de Paris, en vérité, les cadres du RPR et même le chauffeur du syndicaliste Marc Blondet. Laurent, avec Jacques qui on Chirac n'est jamais tombé, si tu veux rester dans la non-diffamation. Il n'est pas tombé, il a été condamné. Oui, enfin, il était condamné en correctionnel. Oui, mais d'accord, mais enfin, je veux dire, là, c'est la chose jugée. Il y a à l'évidence un effet de système. C'est justement ce que nous, on dénonce. Mais non, je suis désolé, c'est un effet de système. Pourquoi il y en a autant? Mais d'accord, mais pourquoi Cahuzac, pourquoi Fillon, pourquoi Le Pen? S'il y en a autant, c'est bien que c'est un effet d'un système. Oui, mais le sujet là, c'est pourquoi on parle moins de l'affaire qui concerne Marine Le Pen. Oui, mais essayons d'aller d'abord au bout de ce sujet-là. Non, mais c'est une organisation quand même importante. Quant à ce que vous disiez tout à l'heure que Marine Le Pen fait une campagne efficace, etc., ce qu'on a constaté dans sa convention de Lyon, c'est qu'il y avait quand même pas grand monde dans son événement. Et alors que à côté, il y avait un meeting où il y avait pas mal de monde qui était celui de Macron et un meeting où il y avait beaucoup de monde qui était celui de Jean-Luc Mélenchon. Donc sur le terrain, dans les meetings en tout cas, ce qu'on aperçoit, c'est qu'il y a une mobilisation populaire très forte autour de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que ça va se traduire dans les urnes? C'est ce qu'on espère. Mais j'aimerais quand même revenir sur un point. On dit, il faut. Non, je vais parler de Marine Le Pen. On dit, il faut faire le vote utile, il faut faire le vote utile. Le vote utile, la dernière fois, ça a donné François Hollande. On est d'accord? François Hollande, ça donne aujourd'hui Marine Le Pen à 26%. Non, elle était avant. Mais je suis désolé, elle n'était pas avant, elle était à 17%. Tu l'as dit toi-même qu'elle était constante, je te contredis pas. Tu as dit qu'elle était constante dans les sondages depuis des années, et après tu dis que c'est... Non, j'ai dit qu'elle était constante par rapport au dernier sondage, donc il faut bien écouter. Mais la dernière fois à l'élection présidentielle, elle a fait 17%. Cette fois-ci, elle est donnée à 26%. Donc, en 5 ans de François Hollande, on a gagné 10% de Marine Le Pen. Je trouve l'opération un petit peu risquée. C'est exactement ce que fait Jean-Luc Mélenchon. Non, mais il y a pas auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, vous avez raison. Vous êtes parfaitement son porte-parole. C'est vrai qu'il n'y a pas eu du tout d'attentat en France. Le discours du Bourget. Mais on est sur Marine Le Pen. Oui, mais le sujet, c'est sur la raison oui, mais les médias en parlent moins. Alors, vous savez quoi? Si vous voulez que
On reparle de Marine Le Pen. Pourquoi aurait-elle un traitement différent dans les médias? On parlera d'ailleurs en plus de son déplacement au Liban. Elle en revient. Déplacement, je le signale, qui visiblement est très problématique. On va écouter ce que pense Marine Le Pen des journalistes, puis après vous verrez une séquence de ce que donne le travail des journalistes sur le terrain dans les meetings de Marine Le Pen. Bon, je pense que vous prenez les gardes du corps pour des demeurés, non, mais des vous gardes avez du droit corps. à votre opinion. Ça n'est pas mon question. cas. D'ailleurs, il était également conseiller régional. Vous voyez, chez nous, même les gardes du corps font de la politique. Voilà. Répondez. Arrêtez. Pourquoi on s'en moque? Surtout avec Pourquoi une énormité comme ça. Pourquoi on s'en moque? On s'en moque Pourquoi parce que on ce s'en qui est moque une cinquième fois 2,50 €, là, c'est une mesure anti-pouvoir d'achat. Vous racontez absolument n'importe quoi. Sur quelle base fondez-vous? Je ne pense c'est pas. 2 €, c'est 2,50 €. Non, mais moi, ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de raconter n'importe quoi aux Français. Vous voyez, le système, c'est vous. Voilà, le système. Allez, on va s'inclure dans le sujet. C'est nous. Le système, c'est aussi Marine Le Pen désormais, puisqu'elle pratique une forme de présumé financement occulte de son parti à travers les mandats de parlementaires européens. Et si ça n'intéresse pas les Français ou les médias, c'est parce que effectivement, c'est moins saillant que d'employer sa femme et ses enfants. Voilà, je peux le dire brutalement, c'est complètement idiot parce que juridiquement, ça peut tomber sous le même coup. Mais en termes d'image, ce n'est pas la même chose. Ça vient frapper au cœur l'électorat français quand on emploie sa femme et ses enfants, et c'est tout à fait différent avec son garde du corps. Même face à Léa Salamé, Nicolas Sarkozy était exactement le même il y a quelques mois. Donc c'est pas nouveau le fait d'agresser les médias et plutôt bien senti dans l'opinion publique depuis quelque temps. Donc elle emboîte le pas. Mais elle reste cohérente là-dessus, aussi horrible soit-elle, elle arrive à rester cohérente sur un certain nombre de propos et de prises de position. Mais je me rappelle de Jean-Luc Mélenchon qui n'a pas été tendre non plus avec les médias pendant longtemps. Donc c'est pas typiquement Front National en fait. C'est pas François Bayrou en 2007. La critique de Jean-Luc Mélenchon sur les médias, c'est une critique de fond. Mais pareil, peut-être que j'aime bien. Je pense que pour Marine Le Pen, c'est aussi une critique de fond. Non, elle dit en gros, quand elle est gênée par un journaliste, elle fait une pirouette, elle sort de là. Nous, on a fait une émission. Elle donne un peu comme Trump, et il en a fait justement son cheval de bataille et une véritable politique vis-à-vis des médias, cette nouvelle vérité. Et puis cette victimisation que vous avez déjà traitée, Christophe, qui est de dire, les journalistes savent très bien que Marine Le Pen est redoutable lorsqu'il s'agit d'inverser le rapport de force. Elle a utilisé pendant 20 ans la victimisation comme une arme de campagne et une arme même pour se qualifier à l'élection présidentielle. Et effectivement, Jean-Marie Le Pen était le précurseur de là-dedans. Donc les journalistes, je pense, font extrêmement attention à ce que l'arme ne se retourne pas contre le message de Marine Le Pen. Et après, qu'est-ce qui se passe? On est un peu empêtré parce qu'on se dit est-ce qu'on le fait bien ou est-ce qu'on le fait pas bien. Il faut le faire objectivement et les médias, je trouve, le font objectivement. Si vous me permettez, cher Jackie, on va aller sur le terrain, c'est intéressant. On a beaucoup parlé de François Fillon et d'autres d'ailleurs qui sifflaient les journalistes. Et il y a le travail des journalistes sur le terrain et là, étrangement, à part certains, peu en parlent. Regardez, c'est une séquence et ça se passe du côté d'un meeting du Front National. Ne répondez pas, c'est des salauds, c'est des médias pourris, ça. La démocratie. Couper la tête aux journalistes. Monsieur, mais est-ce qu'on est obligé d'être aussi violent? Violent, c'est vous qui êtes violent. Tous les journalistes, vous maquillez. Des médias. La dictature, c'est en pas faites vous. partie. Voilà. Système, c'est nous. Enfin, c'est vous, en l'occurrence. La dictature, c'est vous. Dans un meeting de François Fillon, vous le faisiez entendre la semaine dernière. On comparait effectivement le travail des journalistes. Vous êtes des nazis. Vous, en gros, vous voulez faire avec François Fillon ce que les nazis ont fait avec les juifs. Voilà. Je veux dire, on nage en plein délire. Pardon, les médias, je suis désolé de vous le dire, n'ont pas fabriqué Marine Le Pen. Voilà. Les médias n'ont pas fabriqué Jean-Marie Le Pen avant. Non. Avec Pierre Bourdieu, qui disait dès 1991 que le FN... Non, mais Pierre Bourdieu, il le disait dès 1991. Si vous le côtoyez, dites-lui qu'il relise Auguste Blanqui, Chirac, Maurras, si vous voulez. Ces gens-là qui sont sur un débat intellectuel. Je suis désolé. Marine Le Pen et le mouvement droit nouveau qui a fondé le corpus idéologique de Marine Le Pen, il vient pas de chez Bourdieu. C'est Mélenchon. C'est qu'il écoute les électeurs, il s'est dit il y a une demande, il y a une attente en l'occurrence. Je pense de gauche, donc je le redis. Il y a une attente de gauche dans l'électorat populaire qui a perdu le Parti socialiste. C'est fini. J'ai le temps de dire un mot. Allez-y. Je peux jamais expliquer ce que j'essaye de dire. Sur ce que vous venez de voir, s'il vous plaît. Juste une aparté, il a raison. Je veux bien que Jean-Luc Mélenchon soit présent dans votre esprit, mais ça vous choque ou pas? Il me dit le FN ne monte pas à cause des médias. J'avais ne monte pas.
ne monte pas à cause des médias, n'est pas en force. Non, il y a un ensemble de thèmes qui sont mis en avant par le système médiatique, qui sont les thèmes du Front National. Quand vous parlez d'islamisme, quand vous parlez de... non mais sinon on parle de plus rien, mais ça on nous l'a dit depuis des années. Oui. Le seul qui, il y a encore quelques années, avait le courage d'aller affronter le Front National et notamment Jean-Marie Le Pen, c'était Bernard Tapie. Je ne peux pas en placer. Allez-y, non mais... Je ne peux pas aligner 5 mots sans que ça finisse. Allez-y, je continue, par contre, on met une tirelire, le prochain qui dit système, c'est 1 euro. D'accord, système 1 euro, on est parti. Non, il y a... La minute. Je peux dire effet de système sans que ça vous choque ou comment ça se passe? Bah là, il y a effet système, donc c'est 50 centimes d'euros. Donc il y a un effet de système qui est les thèmes qui sont mis en avant, qui est la façon de dire toujours Marine Le Pen solution. Regardez les sous-titres qui passent sur notre émission. C'est assez, c'est le cauchemar des journalistes. C'est un effet courant des émissions médiatiques. Après, il y a d'autres thèmes qui sont dans la société et dont on parle assez peu. Je veux dire, la souffrance au travail, le chômage, ce genre de thèmes qui sont des thèmes sociaux. Alors, vous savez quoi? Je vais vous laisser quand on continuer arrive et on sur va le parler fond. de votre candidat, de Jean-Luc Mélenchon. Si vous voulez. Pourquoi Mais les hommes politiques, pourquoi les candidats à cette présidentielle ne décident pas de débattre avec Marine Le Pen? Pourquoi ils sont là pour vendre leur salade, puisque Marine Le Pen les empêche de vivre, plutôt qu'effectivement les combattre directement sur ces terrains? Pas d'accord. Jean-Luc Mélenchon, il fait ça systématiquement dans tous ses meetings. Donc Jean-Luc Mélenchon, dans ses meetings, il donne des Pour arguments. l'instant, il parle dans surtout sa de la dernière... gauche, surtout du Non, PS et surtout de Hamon. C'est faux. Dans sa dernière note de blog, il y avait encore un argumentaire contre le programme de Marine Le Pen qui montrait pourquoi, dans une même phrase, elle dit défendre les 35 heures et en réalité vouloir le passage à 37 et à 39 heures, payer 37 ou 39, c'est-à-dire en réalité sucrer 2 à 4 heures supplémentaires aux Français. Ça, on le dit systématiquement. On analyse, on rentre dans le fond du programme. C'est cool parce que maintenant, en plus, Marine Le Pen a un programme. Il a fallu attendre un petit peu de temps avant de l'avoir. Nous, on a un programme Antoine, Nous, il faudrait pas qu'on se retrouve à être les défenseurs de Marine Le Pen. Ici, on est là pour analyser le phénomène médiatique et communicationnel. On n'est absolument pas des gens qui allons mettre un bulletin de vote dans le... Donc, il ne faut pas se tromper de débat. Je suis en train d'analyser le On n'est pas phénomène les chargés de com Marine Le de Pen. Marine Le Pen et vous, le chargé de com de Jean-Luc Mélenchon. Bah si, moi, je suis le chargé de com de mais moi, Jean-Luc Mélenchon. je tiens à le dire, on a tous nos origines et les miennes plaident pour moi. Donc je veux pas me retrouver dans cette situation de défendre quoi que ce soit. D'un point de vue de la communication, il y a des faits et les Français, on ne peut pas les réduire à des abrutis. Vous savez très bien ce que ça fait. Les gens qui votent Marine Le Pen sur le terrain, on peut pas leur dire que c'est un effet médiatique. On peut pas dire à des géographes comme Christophe Gély que ce qu'il a décrit, ce qu'ont décrit les grands sociologues, c'est une vue de l'esprit sur le terrain par rapport à ce que vivent les gens. Ça, c'est pas possible. C'est insultant par rapport à eux. Que Jean-Luc Mélenchon et son programme et son électorat et ses réserves de voix dans les sondages, c'est un fait. Mais Marine Le Pen, elle est à 3 fois plus et c'est très préoccupant. Et on peut pas juste dire à la fin, on pourra pas se réveiller le lundi 8 mai en disant aux journalistes, tiens, on va tous vous pendre parce que c'est ça risque de nous tomber dessus. Ce serait pas sérieux, c'est très honnêtement. important. Précisément, il y en a qui considèrent que Marine Le Pen au second tour, c'est un truc qui arrivera de toute façon. Nous essayons de la combattre sur le fond d'une manière systématique. Nous opposons des arguments aux siens. Nous dénonçons les problèmes de son programme. Proposition 80 de Marine Le Pen, elle dit qu'il faut dénoncer en gros les accords de financement depuis les pays du Golfe. Que fait Marine Le Pen? Elle va elle-même chercher de l'argent aux Émirats Arabes Unis. Où est la cohérence du programme de Marine Le Pen sur ce point? Mais justement, c'est comme ça qu'on combat Marine Le Pen. On n'est pas là pour ça, c'est pas notre... Écoutez, moi c'est ce que j'ai... Regardez, moi je suis là pour démonter Marine Le Pen concrètement sur le fond. Il me semble que le seul moyen de combattre le Front National et si je dois l'avouer, c'est ce que j'essaie de faire depuis maintenant très longtemps, c'est l'éducation et la pédagogie. Il n'y a que ça. Ce sur quoi Jean-Luc Mélenchon est remarquable. Oui, regardez ce qu'on fait avec la chaîne. À mon tour de ne plus couper. Et si on doit rebondir sur la souffrance au travail et notamment sur le traitement des journalistes, parce que là on a les deux sujets qui sont dans une seule et même image. Effectivement, par contre, ce qui se passe autour des meetings de Marine Le Pen aujourd'hui, du Front National depuis toujours, c'est déjà passé autour des meetings de Jean-Luc Mélenchon il y a quelques temps. Il faut être capable de le dire quand même. Donc, sur le traitement des médias, il a eu aussi la dent dure. Donc, et d'ailleurs, si on doit parler de souffrance au travail et soutenir les journalistes, il reste 3 jours pour la cagnotte d'Explicite. Voilà, je vous le dis, pour qu'ils puissent continuer à Merci du message. Dites, on va continuer, on va calmer, si vous voulez, non pas les esprits, parce qu'il n'y a pas de raison, mais on va regarder un film qui sort, bien évidemment, ça s'appelle Chez nous. Alors, c'est un film qui énerve surtout au Front National. Regardez. Tu trouves que c'est une fasciste? Elle, c'est pas la même chose. Et puis, c'est une femme. Je veux changer les choses, c'est pas pareil. Tu veux changer quoi avec ces gens-là? C'est maintenant, jamais, bordel. Putain, on va tous les niquer. Niquer qui? Vous saviez? Et bien sûr que non.
Ça m'étonnerait que ça l'amuse beaucoup de savoir qu'elle était surveillée. Je comprends rien à ce qui se passe. Je vois plus mes enfants, je peux plus bosser. On préfère que vous veniez plus. Et pourquoi je viendrai plus? Parce que ça va devenir chaud pour vous. Voilà, on passera sur les commentaires de certains qui n'avaient pas vu d'ailleurs le film au Front National, mais qui avaient largement critiqué. Quand on fait un film sur plus qu'un phénomène, mais un parti politique, on en parlait, on se demande même d'ailleurs justement si elle sera à 2 mois d'une élection. À 2 mois d'une élection, c'est quelque chose qui vous gêne, c'est quelque chose qui vous choque, ou tout simplement vous trouvez ça tout à fait normal. On passera un bout d'ailleurs du clip de campagne de Marine Le Pen tout à l'heure. Chacun le fait avec ses armes. Lucas Belvaux décide d'utiliser un modèle narratif qui est sans doute un modèle narratif qui va toucher un certain public. Après, la limite du film, c'est que c'est difficile d'être mis en face de l'intégralité du message si on ne sort pas sa carte bleue ou si on ne sort pas son smartphone pour aller au cinéma. Donc parmi la panel des outils qui sont nécessaires pour que les gens prennent bien en compte ce qui est en train de se passer, son action est importante. Maintenant, on sait que dès que les artistes prennent parti pour un tel ou un tel, en France, ça ne fonctionne absolument pas. Ça a même quasiment l'effet inverse. Alors aux États-Unis, avant, ça marchait un peu et maintenant, ça a l'effet inverse. Mais voilà, juste pour conclure, dire, généralement, quand les artistes appellent à voter quelque part, déjà, 1, ça massacre leur image, et 2, ça sert le camp d'en face. Donc, quid de ça renforce ceux qui avaient derrière la tête l'idée assumée, affichée ou pas, que Marine Le Pen pouvait être une option. Effectivement, si tout le système s'acharne sur elle, c'est bien qu'elle dérange le système. Là, j'ai mis 1 euro, c'est ça? C'est à 50 ouais, 2 euros. Mais c'est pas grave, ça paiera le café, ce sera magnifique. Très bien. Et voilà, c'est le principe. Mais moi, je trouve que c'est plutôt un cadeau au Front National dans le contexte actuel. Mais je considère que Lucas Belvaux, en tant qu'artiste, a parfaitement le droit de mettre ses opinions sur la table et de les plaider. Oui. Alors, on va changer de sujet. On y reviendra bien évidemment. Oui. Il y a juste d'un mot. Tout à l'heure, je parlais de ceux qui, les fameux plus rien à faire, plus rien à foutre de Brice Teinturier. C'est 30% de Français qui aujourd'hui s'intéressent même pas au débat qu'on est en train d'avoir. C'est-à-dire qu'ils ne s'intéressent même pas à la question de savoir si Jean-Luc Mélenchon a monté une chaîne YouTube. Parce que c'est les décrocheurs de la démocratie, si vous voulez. C'est pas seulement les abstentionnistes. Il y a des abstentionnistes structurels, si j'ose dire, en France. Mais ce sont des gens, 30% de Français, dit Brice Teinturier, on verra, qui sont potentiellement les abstentionnistes de demain. Demain, c'est dans 2 mois. Et qui donc peut mettre le ticket pour l'Élysée, pas pour le deuxième tour. Le ticket pour l'Élysée qui est à 18 millions de voix aujourd'hui, François Hollande, Nicolas Sarkozy, ils peuvent le mettre à 13 ou 14 millions de voix. C'est pas du tout la même chose. Et ça donne la possibilité à 13-14 millions de voix à Marine Le Pen, effectivement, d'entrer à l'Élysée, en particulier si c'est un candidat très segmentant qui est face à elle. Mais je n'agite pas ça comme une menace. Mais, voilà, j'allais rajouter, on n'est pas là pour jouer à se faire peur. Du tout. Malheureusement, je le dis rajouter. Très vite, après on change de thème. Non, très rapidement, moi je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. Sur cette élection présidentielle, il y a un enjeu sur la mobilisation populaire. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire avec des outils de communication un peu novateurs, du genre YouTube. On a une utilisation qui tend à mobiliser des gens, et on le constate de fait dans les commentaires des gens qui nous disent « J'étais pas inscrit sur les listes électorales, je l'ai fait, j'avais pas envie de voter, je l'ai fait ». Donc vous avez ces outils peuvent permettre de mobiliser les gens. Alors, on a un autre sujet qui nous intéresse plusieurs, même dans la médiasphère. On va parler d'une facture, on va parler d'une ardoise, celle de Benoît Hamon, la très Institut et sérieuse Montaigne, je vais vous la faire dans le bon ordre, la très sérieuse Institut Montaigne, bien sûr, a chiffré l'idée, que dis-je, le socle du programme du candidat socialiste, le revenu universel. Eh bien, cette somme a été rendue publique ce matin. Vous êtes prêts? 350 milliards d'euros. C'est moins que ce qu'on pensait. C'est exactement ça. C'est 50 milliards de moins qu'estimation des adversaires de Benoît Hamon lors de la primaire. Là, vous titillez notre âme d'entrepreneur, parce que nous, on fait des budgets toute la journée, et de se dire, il y a besoin de financer un 5e risque. On a plein de besoins en France. On a 2 millions et quelques et 6 millions au total de gens qui sont concernés par l'inscription à Pôle emploi, 9 millions de pauvres. Et là, voilà, Benoît Hamon nous sort une facture à 350 millions d'euros. Et pour les enfants... Milliards. Oui, millions, laissez passer. Milliards, ça coince un peu. Pour les enfants qu'aura un jour Antoine, le seul projet de se dire finalement, je vais faire grandir un beau pays comme le nôtre, en ayant la possibilité à 18 ans de toucher 800 balles et de se dire,
On verra bien ce qui va se passer. Je ne sais pas si Antoine a envie d'offrir ce projet à ses enfants quand il sera père de famille. Mais en tout cas, pardon, là, je sors de ma réserve et c'est l'entrepreneur qui parle. Moi, je trouve ça assez inquiétant. Et Marine Le Pen, qui tape souvent sur AXA, qui finance un peu l'Institut Montaigne, aurait fort à faire là, parce que Institut Montaigne est plutôt objectif. Certains avaient dit 450 milliards, là c'est 350 milliards. C'est déraisonnable. Un autre entrepreneur. Mon point de vue d'entrepreneur, c'est que 350 milliards qui correspond à peu près à 8 années cumulées d'évasion fiscale pour essayer de changer le monde, je trouve que ça se joue quand même. Ah, ça marche. On a deux avis différents. Alors sur 15 ans. 20 ans. Les Américains... C'est 8 ans d'évasion fiscale. 350 milliards. Mais le problème, c'est qu'on ne récupérera pas cette évasion fiscale, donc c'est ça plus ça. Quand on fait les grandes masses, on peut toujours s'en tirer. Le problème, c'est que dans la réalité, on ne va pas stopper l'évasion fiscale. Ça a été essayé en 1981, je vous le rappelle, d'interdire les sorties des fonds au-delà de 10 000 francs, si je me souviens bien, à l'époque, etc. L'évasion fiscale n'a pas bougé d'un yacht. Ça n'a pas baissé, ça a au contraire augmenté, ça a fait partir encore plus par des transferts souterrains. Donc ça fonctionne pas comme ça. Simplement, si on doit dire la vérité sur Benoît Hamon une seconde, Benoît Hamon, il dit plus je vais faire le revenu universel. C'est ça. Il le dit moins. Benoît Hamon, il dit je vais en vérité faire le RSA jeune, 18-25 ans. Et ça coûte beaucoup moins que la facture qu'on est en train de mettre sur la table. Et donc là, ça veut dire qu'après la publication de ce chiffre, 350 milliards d'euros, il va pas du tout en parler. Mais son voyage au Portugal, qui l'a un peu remis, où la responsable du parti lui a dit attends, c'est ingérable en Europe et c'est pas parce que tu le dis en France. C'est pour ça qu'il a préféré quand on sera tous dans la même salle, dépénalisation des drogues, c'est plus vendable. Mais sauf que le revenu universel, ça se finance, c'est possible, ça a déjà été fait dans d'autres pays et ça fonctionne. Ça fonctionne. Un truc qui m'amuse, si vous me permettez, c'est que on est dans une situation où c'est l'Institut Montaigne, qui est un institut libéral pour faire court pour nos auditeurs, qui finance le programme de Benoît Hamon. Nous, qui critique. Qui définit le financement, qui dit combien ça va coûter pour faire court. Il n'est pas un libéral, Benoît Hamon. Qui n'est pas un libéral. Mais c'est quand même une situation intéressante. On est dans une campagne présidentielle où il y a 2 candidats qui ont un programme. 3 si on compte Fillon, qui désormais a l'air d'avoir réglé ses problèmes sur la santé. Il y en a 2 qui n'en ont toujours pas. Et qui a financé son programme pour l'instant ? Un seul candidat, Jean-Luc Mélenchon, qui l'a fait sur YouTube pendant 5h30. Les autres, ils font quoi ? Où est le financement des... Pourquoi est-ce que c'est l'Institut Montaigne ? C'est 273 milliards avec 173 milliards d'investissement, 173 milliards d'investissement public et un plan de relance de 100 milliards qui est réparti entre plusieurs secteurs. Eh bien, on les trouve par une récupération de recettes fiscales et par des augmentations d'impôts massifs sur. Ça dépend sur qui ? Ça dépend sur les plus riches. Parce que j'ai raison. On récupère l'argent où il est. Mais vous parliez tout à l'heure de la lutte contre l'évasion fiscale. C'est dans notre projet. On pourrait parler aussi des niches fiscales inutiles. On va récupérer 38 milliards d'euros sur les niches fiscales inutiles. Et si ce sujet intéresse les gens, je renvoie à la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Vous avez... Non, les gens feront pas du noir à la place. Ça dépend comment vous luttez. En fait, à un moment donné, vous dissimulez vos revenus si jamais vous voulez pas vous faire toper. Ou alors, vous partez sur l'évasion fiscale. Le projet, l'humain et l'humain. Juste dans le détail. Son projet, c'est un candidat qui fait son boulot. Moi, j'ai pas de critique à apporter ni à Benoît Hamon, ni à Jean-Luc Mélenchon. Il y a des gens qui sont partis d'un ministère poussés par une envie sans programme. Il y a beaucoup de caricatures qui sont faites sur le programme de Jean-Luc Mélenchon, du genre il va prendre l'argent à tout le monde. Notre projet, il est il fait un bénéfice pour 91% des Français qui gagnent moins de 4 000 euros par mois. C'est-à-dire que tous ceux qui gagnent moins de 4 000 euros par mois... C'est la part des riches de François Hollande, c'est amusant à rappeler. C'est rigolo. On est riche quand on gagne plus de 4 000 euros. Donc finalement, Jean-Luc Mélenchon est indexé sur la même barre des riches ou c'est François Hollande. Non, mais Jean-Luc Mélenchon, il est indexé sur une chose, c'est que depuis 10 ans, les inégalités entre ceux qui gagnent le plus d'argent et ceux qui en gagnent le moins grandissent. Indéniable. Donc il y a un problème de société majeur à l'échelle du monde. Ceux qui investissent dans les entreprises. Et vous avez 2 positions de candidats différentes. Vous avez Mélenchon qui est en bas et Macron qui l'accélère. Donc voilà, c'est ça. Après, on choisit son camp. En France, on est à un taux de prélèvement fiscal qui est à 55%. Aux États-Unis, on est à 35%. À 55%, on est le pire des régimes si on entend tout le monde. Il faut aller à quel taux de... Mais j'ai bien lu. Alors, il va falloir aller jusqu'à quel taux de prélèvement, Antoine ? De l'argent que Jean-Luc Mélenchon vous verse pour faire la campagne, il va falloir, sur votre salaire, vous en prendre combien pour que ça fonctionne ? Mais je suis prêt à donner... C'est pas comme ça que ça marche. Mais parce que si vous prenez assez riches, ils vont devenir pauvres, il va falloir les traiter. Les pauvres riches. Antoine, il faut essayer. Quel taux de prélèvement ? Parce qu'on est le pays qui a le taux de prélèvement le plus important.
Ça ne marche pas comme ça. Si, il faut Alors, aller, attendez, il faut partir des objectifs. Il faut partir des objectifs. Délinquants dans la rue. Il y a encore des délinquants dans la rue. Les gens font encore des choses qui sont pas bien. Il faut supprimer la police. Ça ne marche pas parce que les gens continuent de voler et tuer. Il faut supprimer la justice parce qu'ils sont condamnés et ça ne marche. C'est pas comme ça que ça marche. L'économie, on peut pas prendre encore plus. Dites, il faut faire l'inverse. Il faut partir des objectifs qu'on se fixe et il faut chiffrer. Dites-moi, avec les je vais encore vous laisser la parole dans quelques instants, cher Antoine. Donc on va continuer, on va avancer un peu. Je voudrais qu'on parle quand même de Macron. Non, vous allez, mais pas très longtemps. Vous allez vous taire, vous allez voir. Semaine capitale pour Hamon, puisqu'on va parler d'union, on va parler de Pax, on va parler de mariage. Ça coince un peu avec votre candidat adoré. C'est mieux du côté de Jadot. Là, on sent que a priori pourrait y avoir, pas loin du bisou. C'est-à-dire, comme dirait Michel Blanc, il y a possibilité de conclure, je crois, assez rapidement. Donc on va les écouter et on en parle après. On est sur des démarches politiques et donc c'est pas un accord au trébuchet. Il y a la volonté de partager une même démarche en direction des Français. Ils considèrent comme moi que cette présidentielle ne peut pas passer à côté du travail, de la santé, de l'écologie. J'ai confiance dans le fait que nous travaillons bien avec beaucoup d'intensité et ce sera parfaitement transparent et sur le fond et la forme. C'est jouable de trouver un accord. De toute façon, cette semaine, il y aura un accord ou il n'y aura pas d'accord. C'est ça la réalité. Il y aura un accord ou il n'y en aura pas d'accord. Moi, j'espère qu'on trouvera un accord et que petit à petit, avec la société civile, avec d'autres candidats à l'élection présidentielle, j'espère Jean-Luc Mélenchon, d'autres formations politiques, mais surtout beaucoup de Françaises et de Français, on crée la dynamique qui gagne. La dynamique qui gagne. Bon alors, Jean-Luc, il y va ou pas ? Vous l'avez vu ce matin, il vous a dit quoi ? Je n'ai pas vu Jean-Luc ce matin. Jean-Luc Mélenchon, il a été clair. Il a envoyé un message à Benoît Hamon en vidéo pour que tout le monde pouvait consulter. Il a, dans son discours de Strasbourg, envoyé un appel, une invitation, tendu une main à Benoît Hamon. Et en face, on a eu... Bon, Benoît Hamon avait dit qu'il appellerait Jean-Luc Mélenchon. Il l'a pas fait. Il l'a appelé au lendemain du meeting de Strasbourg, comme quoi, finalement, essayer de mettre les choses au clair, ça a servi à quelque chose. Et au final, le lendemain, le PS claque la porte en disant... Écoutez, j'ai juste une question, Antoine, claire à vous poser. Mais non, moi je pense que ça intéresse pas les gens du tout. Alors honnêtement, à mon avis, ça pas du tout. On y va avant que je vous pose la question. Ça intéresse. Il y a 2 pétitions qui tournent en ligne, qui vont atteindre un peu plus de 200 000 signatures. Il y a eu 75 apéros organisés en 3 semaines. Ça, c'est l'apéro. 75 apéros. Partout en France. Que Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon se rejoignent. Exactement. De l'amour, pour l'amour. Il y a 140 écoutes collectives qui sont organisées pour l'émission de jeudi prochain. Ok, alors avant de parler de... Pour répondre à votre question, il y en a un jeudi 2 d'ailleurs. Pour répondre factuellement à la question, le mariage vert, il va se faire. De toute façon, quand un candidat annonce qu'il est prêt à se rallier, mais les Verts, ils se marient toujours à tout le monde. Déjà ralliés, donc les Verts vont se rallier sur la base d'un accord électoral. Ils diront programmatique. Mais ils ont tout à gagner, les Verts, ils n'existent pas. En vérité, ils disent Benoît Hamon, il a déjà repris notre programme, donc c'est bon. Et d'un accord électoral avec le Parti socialiste. Le Parti socialiste qui se vit toujours comme le parti hégémonique de la gauche. Ouais. Voilà, c'est factuel. Et donc Benoît Hamon est l'héritier là-dessus de Mitterrand, de Hollande. Voilà, c'est la base centrale. Donc la base centrale ne peut pas avoir de candidat. Et à côté, Jean-Luc Mélenchon, il a démarré sa campagne tout seul. Il a rallié les communistes au forceps qui voulaient pas venir d'abord. Justement. Il les a obligés à venir et il n'a pas du tout l'intention de poser le gage. Alors, il ne sera pas historique, c'est comme ça. Et il n'y aura pas de Jules César dans cette affaire. Donc tout le monde va perdre. Alors, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai la question. Avant de passer à Emmanuel Macron, j'ai une question à vous poser. Pourquoi ce serait Jean-Luc Mélenchon qui lâche le Graal au profit de Hamon? Voilà, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que dans les sondages aujourd'hui, l'arrivée de Benoît Hamon n'a pas permis à l'électorat qui valsiste, alors moins valsiste, mais qui était au PS, de rallier la candidature de Jean-Luc Mélenchon. J'ai pas dit que c'était vrai. Je repose la question. Dans les sondages, la dynamique ne s'est pas faite. Je repose la question. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon se désiste au profit de Hamon? Mais en politique, et pourquoi le ferait-il? Ça fait jamais deux. En politique, un plus un, ça fait jamais deux. Donc c'est vrai que si jamais Jean-Luc Mélenchon se ralliait à Benoît Hamon, il y aurait des pertes en ligne. Donc la solution, il faut qu'il la trouve. Au second tour, ni l'un ni l'autre. Mais non, parce que là-dessus, je vais pas faire le discours d'Antoine, mais l'IFOP a fait un sondage pour expliquer que lorsque le premier tour, par un sondage non, mais parce qu'on a quelques chiffres, c'est un peu comme les experts comptables. À un moment, il faut qu'ils bouclent les comptes. Non, mais juste un truc, c'est de dire, l'IFOP a donné un sondage des reports de voix. Et ils ont dit, à l'issue du premier tour, 33% de l'électorat qui a voté Jean-Luc Mélenchon, il va où?
Mais les humains sont pas des... Il va chez Marine Le Pen. C'est un électorat populaire qui, en vérité... Donc, non. C'est pour ça que l'addition des deux est difficilement gérable. Non, en fait, peu importe. Mais justement, Antoine, c'est pas moi, c'est les sondages. Laissez parler Ludovic. En fait, il y a deux sujets. Un, Jean-Luc Mélenchon, et c'est justifié, se dit s'il y a un rapprochement, c'est moi qui suis devant. Oui. Dans ce cas-là, il fallait qu'il fasse la primaire de gauche. Il n'a pas voulu y aller, maintenant il assume. S'il y avait été, il aurait même pu la gagner, avec des grandes chances. Il n'a pas voulu y aller, maintenant il assume. De l'autre côté, il y a Hamon qui, lui, s'est joué a joué le jeu de la primaire, a pris le risque d'y aller et lui propose de se rapprocher. Surtout, il me semble que l'enjeu qu'il y a derrière ça dépasse tellement ça. On en revient au premier thème, la possibilité d'avoir Marine Le Pen. Mais non, la pauvreté, l'écologie, c'est ça les vrais enjeux. Marine Le Pen, on s'en fout. Mais in fine, justement, pourquoi s'ils se mettent pas d'accord. Il faut d'abord quand même discuter sur le programme. Nous, on a un programme. Dans le programme, il y a la 6e. J'ai regardé. En fait, il y a un moment, il faut arrêter d'ergoter. Donc c'est oui ou c'est non, et à mon avis c'est non. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon assumerait de faire perdre la gauche si jamais il se rallie pas? Pourquoi vous dites faire perdre la gauche? Enfin, je suis désolé, on est en train de mener une campagne. Non, mais je n'affirme rien, je vous pose la question. Et pourquoi pas l'inverse, hein? On essaye de convaincre les électeurs, c'est quand même comme ça qu'on fait une élection, c'est pas en additionnant des partis, c'est pas en additionnant des machins qui parlent pas aux gens, c'est en convainquant les gens. Alors, on est en février. Février, c'est le moment où les gens commencent vraiment à s'intéresser à l'élection présidentielle, commencent à se politiser d'une manière plus poussée, disons, et il va y avoir des débats entre candidats, et je pense que dans ces débats entre les candidats, il va y avoir des moments où les gens vont se dire on va partir à la mutualité, hein. Vous savez qu'il y a une grande opération, on va pas dire mais où l'ensemble des candidats présentent leur programme, notamment François Fillon, c'est un peu la séance de rattrapage sur la santé. Avant, je voudrais parler d'un autre candidat, finir là-dessus presque, qui lui aussi a échappé à la primaire. On parlait de Rockstar tout à l'heure, qui se retrouve à Londres dans l'après-midi, qui va aller dans une salle, 2500 personnes. Robbie Williams lui-même a chanté dans cette salle. Oui, ils ont été obligés de changer, tellement il y avait de monde. En fin de compte, pour beaucoup, Macron à la City, c'est comme le retour aux affaires, le retour au business, le retour à sa jeunesse. Après l'Algérie, après le sud de la France, beaucoup plus compliqué. Il va se refaire une petite cure de santé. Emmanuel Macron. Alors, il va ramasser du fric, oui, parce qu'au tout début, effectivement, de la campagne d'Emmanuel Macron, il était allé faire la première fois à Londres. Donc, vous pensez qu'Emmanuel Macron est allé remplir la cagnotte? Je sais pas. Mais pour payer 173 milliards de prélèvements supplémentaires, il va falloir que les entrepreneurs travaillent. Donc l'argent, c'est pas grossier. Qu'il aille chercher de l'argent et qu'il le pique pas dans la poche du Parlement européen ou du Parlement français. Je vous invite à regarder. C'est bien. Je vous invite à regarder dans le détail, parce que si la question des entrepreneurs vous intéresse. dire que c'était caricatural. Il va chercher de l'argent, comme si c'était grossier. Non, mais parce que c'était au début de la campagne, effectivement. Certains disaient qu'il allait chercher des fonds de financement à Londres, à la City. Emmanuel Macron, il va se faire du bien. Il va se faire du bien à Londres parce qu'il sort d'une séquence terrible où il a à la fois, il s'est aliéné une partie de l'électorat de droite qui pouvait être tenté de voter pour lui parce que en gros Fillon s'est éloigné du droit chemin. Dans l'esprit de l'électorat, attention, j'ai pas jugé, mais voilà quand même. Voilà, et donc sur la colonisation, ça quand même, ça tape de travers sur la colonisation. Et de l'autre côté, il s'est éloigné d'une partie de l'électorat de gauche en disant qu'on avait humilié les gens de la manif. Écoutez, on parle d'Emmanuel Macron. Voici Emmanuel Macron, l'écoute. Voilà, comme toujours, j'espère que ce que j'ai dit dans cette émission vous a satisfait. Vous avez pu voir que j'ai pris note de vos commentaires de la dernière fois, c'est-à-dire que j'ai levé la tête plus que la fois précédente. J'ai dit aussi aux gens qu'ils me coupaient un petit peu trop la parole et je crois que ça a produit ses effets sur le plateau parce qu'après on m'a laissé un peu plus parler. Donc merci pour vos commentaires qui m'ont aidé à améliorer ce que je fais sur ce plateau de LCI où je suis maintenant allé plusieurs fois. Si jamais vous ne l'avez pas vu, je vous invite à regarder ma vidéo des coulisses de l'émission Chiffrage de Jean-Luc Mélenchon qui se faisait ce week-end. Vous pourrez trouver le lien dans la description. Et puis comme toujours, je vous invite à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette émission. Et puis si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la partager, à mettre des pouces bleus et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir mes prochaines vidéos. Voilà, allez salut! Salut les amis. Comment ça va? C'est Romain, il troll.